Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes naturellement les bienvenus au sommaire de cette émission, ce tremblement de terre dans le monde musical africain. Et ce sera le fait de la semaine, la disparition du pape de la musique congolaise, Papa Wemba, qui a tiré sa révérence la nuit dernière en Côte d'Ivoire, où il participait au FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Et puis, cette élection présidentielle sans grand enjeu en République de Guinée équatoriale, le président sortant Théodore Obiangema est archi favori d'un scrutin qui a renvoyé l'ensemble des électeurs aux urnes ce matin. Autour de 20h30, Aziz Maïga nous rejoindra pour le point sur l'actualité de ce dimanche. Nous aborderons également les brèves politiques du continent, notamment en Guinée équatoriale, au Tchad, en Guinée équatoriale, où le scrutin présidentiel se déroulait ce dimanche, au Congo, où le pasteur Ntoumi est désormais recherché par la justice qui a émis un mandat d'arrêt contre lui et deux de ses lieutenants, et la réélection au Tchad d'Idriss Déby Itno au premier tour. J'y arrive. Sur ce plateau, Samperonba et Roland Djako sont déjà là. Bonsoir. Bonsoir. Mamadou Niang viendra nous parler de la note de sport vers la fin de l'émission. 77 News, c'est parti. D'abord, l'image de la semaine. Pendant quelques instants, la musique ne s'est pas arrêtée. Ce dimanche, au cœur de la nuit abidjanaise, l'artiste congolais Papa Wemba s'est effondré en plein concert. Le chanteur surnommé le roi de la rumba congolaise est mort à la suite de ce malaise à l'âge de 66 ans. Fondateur du label Viva la Musica, en 1977, il avait découvert et influencé des générations de musiciens africains. C'est donc à Abidjan que Jules Chungu Wembadio Pene Kikumba, dit Papa Wemba, a poussé son dernier souffle dans un micro, une ville pour laquelle il n'a jamais boudé son plaisir lorsqu'il devait s'y rendre et où il avait récemment adopté la jeune rappeuse ivoirienne Nash pour un featuring sur le titre Sapologie, très apprécié en République de Côte d'Ivoire. Samperonba, Roland Djako, bonsoir, merci encore une fois d'être arrivé sur ce plateau. Roland Djako, vous, le spécialiste des questions de culture dans la rédaction de Canal 7, vous avez appris, comme tout le monde, hein, le décès de Papa Wemba ce matin. Première réaction? Réaction de tristesse, Carnot, réaction de tristesse, abattue naturellement, parce que quand j'ai appris la nouvelle, quand j'ai reçu le coup de fil de nos équipes qui se trouvent en Côte d'Ivoire, notamment Yannick Edou, le caméraman, j'ai pas cru tout de suite, parce que au début du festival des musiques urbaines d'Anoumambo, notamment le FEMUA, Papa Wemba est arrivé en Côte d'Ivoire, très bien portant avec son équipe La Viva la Musica, donc il était arrivé en Côte d'Ivoire justement pour répondre hein, de sa pour honorer de sa présence cet événement qui se trouve à sa 9e édition. Alors Papa Wemba qui lui monte sur la scène juste après Kerry James. Avant, il y avait Charlotte Dipanda du Cameroun. Papa Wemba venait clore cette première partie du FEMUA qui devait justement s'arrêter à Anoumambo et continuer à Korogo aujourd'hui. Malheureusement, son malaise n'a pas permis à ce qu'il puisse aller jusqu'au bout parce que 20 minutes seulement après sa prestation, Papa Wemba s'est retrouvé sur le sol. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense que sa phrase qu'il a donnée à l'entrée, à l'entame même de son spectacle, notamment « Je vous amène au pays de la rumba, allons célébrer l'Afrique, disons non au terrorisme », voilà les mots qui resteront à jamais dans la tête de ceux qui étaient non seulement du côté d'Anoumambo à Abidjan, mais aussi de ceux qui regardaient la RTI, parce que c'est un événement qui se déroulait en direct sur la RTI. Donc le monde entier a été témoin de la disparition du roi de la SAP, du roi de Molokai. Le roi de Molokai, Papa Wemba Samperonba, on a quand même aussi en mémoire le décès, la mort de Myriam Makeba, qui elle également s'était effondrée au cours d'un concert. En Italie en 2008. Voilà, en Italie en 2008. Papa Wemba en a fait de même. Est-ce que rendre son dernier souffle dans un micro, c'est peut-être ce qu'aurait souhaité le plus Papa Wemba? Peut-être pas. Vous savez, chaque être humain aspire à avoir finalement une mort tranquille, une mort paisible. Papa Wemba, c'est un homme qui a bien vécu et il est vrai en même temps qu'on le voyait assez fatigué ces dernières années. Il avait eu quelques démêlés avec la justice.
il avait eu quelques problèmes dans son propre pays. C'était un homme assez incompris ces derniers temps et ça l'avait beaucoup affecté. Après, certainement, les enquêtes vont permettre de reprendre la question. Est-ce qu'il n'avait pas des antécédents médicaux? Est-ce qu'il n'avait pas des problèmes peut-être cardiaques? Autant de questions. Mais très clairement, Henri Salvador, le grand chroniqueur, le grand chanteur français, disait qu'il avait été finalement le seul artiste, le seul chanteur à avoir quitté la scène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le seul qui a pris la retraite et qu'il est mort à 91 ans, c'est-à-dire 3 ou 4 mois plus tard. Tous les autres musiciens sont toujours morts, soit sur la scène, soit en préparant un album, mais sans jamais annoncer de retraite. Papa Wemba, comme Myriam Makeba, finalement, c'est peut-être ça le destin des grands africains, des grands musiciens africains. Mais de toute façon, ce soit effectivement, comme disait Roland, l'Afrique est triste parce que Papa Wemba, c'est quand même toute une époque. C'est finalement le dernier des seigneurs de la rumba congolaise. Moi, je dirais, Carnot, que ajouter à ce que disait son père Papa Wemba, il était plus qu'un artiste, il était plus qu'une star au Congo et sur le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, si on voit la 5e avenue au Japon, s'il y a des personnes qui parlent français, c'est justement grâce à ces artistes comme Papa Wemba qui ont eu à faire des tournées. Parce que c'est un artiste très bien connu du côté du Japon, très bien connu du côté des États-Unis. Il ne gardait pas seulement sa passion ou encore son talent pour le Congo et pour le continent africain. Il faut dire aussi que l'inspiration de Papa Wemba ne s'est pas arrêtée seulement sur la création de ses œuvres qu'il laisse pour la postérité. Ça s'est étendu aussi jusqu'à la nouvelle génération parce que son dernier album, qui est notamment sorti en 2014, Maître d'école, revendiquait justement le côté de l'homme qui voulait à chaque fois montrer à la nouvelle génération que la rumba n'est plus celle que nous écoutons aujourd'hui. La rumba, notamment, qui a émerveillé le continent africain dans les années 50 et puis par la suite qui a connu beaucoup plus de modifications, dont lui aussi, il fait partie de nombreux chirurgiens qui ont eu à donner un autre sens à ce courant musical. Donc que Papa Wemba, lui, il voulait qu'on reste dans la rumba congolaise de 77, la rumba congolaise des années 50 qui a marqué le continent africain. Même si aujourd'hui on parle un peu de ce métissage culturel que les jeunes artistes, notamment Fally Ipupa, Frère Gola et bien d'autres encore veulent mettre au devant de la scène, Papa Wemba a revendiqué cette rumba-là. Raison pour laquelle hier, quand il montait, enfin ce matin à 5 h du matin, parce qu'il faut le rappeler, c'est ce dimanche à 5 h du matin quand il montait sur la scène, il a dit « Je vous amène au pays de la rumba ». Donc il voulait justement qu'on puisse garder cette rumba-là, la rumba d'antan qui a fait danser nos parents, qui nous font danser, qui feront peut-être danser encore des générations à venir, qui puissent avoir qu'on puisse garder ce côté-là. Papa Wemba, lui aujourd'hui, qui s'en va sur la scène musicale, c'était aussi un peu ça son souhait, parce qu'il aimait la scène, il aimait toujours être devant la scène, il aimait faire plaisir à ses fans qui ont fait de lui la véritable star qu'il était. Alors, on ne va pas occulter cette mode qu'il avait lancée au début des années 70, hein, la SAP, qui a quand même traversé les âges. Papa Wemba, avec cette audace vestimentaire qu'il a pu avoir en arborant des vêtements cousus de maisons de haute couture, mais quand même qu'il portait avec une particularité que l'on connaît aujourd'hui. Il a lancé cette mode-là et on voit bien qu'en République démocratique du Congo, peut-être au Congo voisin, l'influence qu'a pu avoir la SAP lancée par Papa Wemba. Mais Carlo, il ne s'agit pas seulement du Congo-Brazza ou du Congo-Kinshasa, parce que ça s'est étendu même au-delà, jusqu'en Europe. Parce que quand on voit aujourd'hui, notamment les Ivoiriens qui ont créé la jet set ivoirienne et parisienne, ça vient justement de ce courant de la SAP de Papa Wemba. Donc la société des ambianceurs des personnes élégantes. Donc déjà, c'était le mouvement de Papa Wemba, un mouvement propre à lui. Il a révolutionné la manière de s'habiller et il a donné un autre sens. Tout à l'heure, vous avez mentionné les grands couturiers européens qui étaient d'ailleurs même très surpris de la manière dont Papa Wemba portait les vêtements. Et ça fait en sorte que ça puisse y avoir non seulement une révolution, mais aussi une particularité du roi de la SAP. On ne l'appelle pas le roi de la SAP pour rien, parce que déjà hier, il a mis comme... il s'est d'ailleurs confié à Safo Traoré, qui est le président du comité d'organisation du FEMUA et membre influent du groupe Magic System, que je mets ma plus belle SAP pour mes fans de Côte d'Ivoire. Donc il faut comprendre que c'est quelqu'un
quelqu'un qui n'avait pas arrêté de chanter, il n'avait pas arrêté de composer, il n'avait pas aussi arrêté de créer la manière dont il devait se vêtir. Donc cette sapologie-là est restée, restera, et ça a créé beaucoup plus de courant. Parce que la jet-set ivoirienne aujourd'hui, même si c'est une histoire de collection des belles voitures et des beaux vêtements, ça vient quand même de ce courant de sapologie du triste artiste, du triste regretté aujourd'hui, Papa Wemba. Lancé par Papa Wemba, invité du Festival des musiques urbaines d'Anou Mambo, fondé par le groupe ivoirien Magic System, l'artiste congolais avait une nouvelle fois effectué le déplacement de la capitale économique ivoirienne pour 2 prestations. La première qu'il n'achèvera jamais à Abidjan et la seconde, Roland Djakou vous l'a précisé, à Korogo au nord du pays, une étape annulée par les organisateurs. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé ce matin par Roland Djakou. On se retrouve derrière. Le chanteur congolais Papa Wemba, 66 ans, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche après un malaise survenu sur scène à Abidjan où il participait au festival des musées urbains d'Anoumabou, en abrégé FEMUA. Papa Wemba, légende de la musique congolaise, est mort à 5 h du matin. Son décès est survenu 20 minutes après qu'il eut chanté 3 morceaux de son riche répertoire. Dans un communiqué, le commissariat général du FEMUA a exprimé sa profonde tristesse et présenté ses condoléances à la famille de l'artiste et au monde de la culture. Avec le guitariste virtuose malien Vieux Farka Touré, fils du légendaire Ali Farka Touré, Papa Wemba, 47 ans de carrière musicale, était l'un des artistes africains de renom invités de la 9e édition du FEMUA 2016, première grande manifestation culturelle après l'attentat qui a fait 19 morts mi-mars dans la station balnéaire de Grand Bassam. Le père de la rumba congolaise a connu ces dernières années quelques ennuis de santé, selon des sources proches des organisateurs du festival. La ville de Korogo, au nord du pays, proche des frontières du Burkina et du Mali, 2 pays victimes d'attaques djihadistes, aurait dû accueillir le festivalier ce dimanche, dernier jour de la manifestation. Un programme annulé en raison de la mort surprise de l'artiste. Dimanche, les Ivoiriens s'étaient donc réveillés avec la rumeur de sa disparition. Certains croyaient même au dernier poisson d'avril de l'année. Mais à la mi-journée, la confirmation de la mort du roi de la rumba avait provoqué une onde de choc qui a ébranlé tout le continent. Roland Djakou, on imagine la tristesse des artistes congolais, particulièrement tous ceux qui ont pu côtoyer Papa Wemba, et au-delà, les artistes africains, mais également des artistes qu'il aurait pu côtoyer dans l'Hexagone et sur le continent européen. Alors, Carnot, il faut préciser que Koffi Olomide ce matin était comme un enfant à qui on a retiré son plus beau cadeau de Noël. Il était vraiment abattu, il était très triste. Il faut suivre son interview. On sent quelqu'un qui était non seulement proche de Papa Wemba, mais qui a aussi appris de cet homme, de ce grand homme qui a tout donné pour valoriser la rumba congolaise, la musique congolaise, la culture congolaise à travers le monde. Il n'y a pas seulement des artistes qui sont affectés, il y a des hommes des médias, notamment Yves Zorbo Junior, qui lui aussi s'est prononcé sur la disparition subite de Papa Wemba. Il y a les organisateurs de cet événement qui eux aussi sont des artistes, notamment Assalfo Traoré et sa team, qui sont affectés, abattus par la disparition de Papa Wemba. Il y a aussi d'autres artistes qui sont venus rehausser de leur présence cet événement, notamment Charles Dipanda, Toufan du Togo et bien d'autres artistes encore. Tous sont abattus parce que Papa Wemba était, quand il était considéré comme l'un des doyens de la musique africaine et qui se retrouvait du côté de FEMUA avec le fils d'Ali Farka Touré. Donc voilà les 2 ténors, les 2 géants qui étaient à cet événement. Et si l'on s'en va, on comprend tout de suite que la génération nouvelle, celle qui était aussi aux côtés de Papa Wemba, qui espérait justement clore ce FEMUA tout en beauté avec la manière de chanter de Papa Wemba, avec son savoir, comme on avait l'habitude de l'appeler, le rossignol congolais, avec sa manière tout à fait particulière à lui de pouvoir drainer du monde et de donner du plaisir sur la scène. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On démontait la scène du FEMUA aujourd'hui à Anoumabou avec beaucoup de tristesse. Il n'y avait pas cet engouement qu'il y a eu à l'entrée de cet événement et on comprend pourquoi. On espère que les enquêtes vont nous donner des raisons véritables de la chute de Papa Wemba sur la scène. Une image d'ailleurs qui n'est pas trop bien à regarder, mais malheureusement, le monde entier a vécu ça. C'était ce matin à 5 h. Alors, Sampé Wemba, lorsque une icône de la musique africaine s'en va comme ça, c'est un peu tout le continent qui est ébranlé, je l'ai dit, mais il y a aussi quand même quelques conséquences sociales qui peuvent surgir, notamment sur le plan en ce qui concerne les populations, les mélomanes, ceux qui ont suivi l'artiste, et peut-être sur le plan politique, parce que les messages
lancés par Papa Wemba et tout comme tout autre artiste ont des, on va dire, des relents politiques également. Bien sûr, Papa Wemba, comme disait Roland Djakou, c'est une icône. Aujourd'hui, il n'y a pas en Afrique un seul pays, une seule ville, une seule famille où on n'est pas écouté Papa Wemba. Il n'y a pas un seul dirigeant qui ne soit capable de dire qui est Papa Wemba. C'est toute une génération, c'est même une page de l'histoire africaine, au même titre que Kuti Fela, au même titre que Franco, au même titre, certainement le dira un jour, de Pierre Akedengue, ou encore enfin, il y a des musiciens comme ça, effectivement, qui, par leur talent, mais aussi par leur engagement social et politique, ont eu un impact. Papa Wemba a souvent eu des positions tranchées. Il s'est souvent exprimé sur les questions politiques. Il s'est souvent exprimé sur les différentes crises congolaises qui l'ont même amené d'une certaine façon à s'exiler. Parce qu'il estimait que dans son pays à lui, au Congo, il n'avait plus la possibilité de pratiquer cette musique. Parce que c'est une musique de paix. Et effectivement, à une époque, effectivement, tout le monde, tous ceux qui pratiquaient de la musique ou qui étaient capables d'influencer ou d'impacter sur les populations pouvaient être menacés. Papa Wemba s'est exilé très rapidement en Europe. Il a vécu en France, en Belgique, etc. Il a voulu revenir dans les dernières années de sa vie sur son continent, mais il n'a jamais retrouvé, malheureusement pour lui, au Congo, la paix qu'il avait connue quand il était enfant, quand il était adolescent. Donc Papa Wemba, effectivement, c'est une icône qui s'en va. On ne dira pas qu'il est autant apprécié qu'il avait la carrière d'un chef d'État. On dira en tout cas que c'était un homme qui a marqué de son empreinte l'histoire de l'Afrique. C'est une page de l'Afrique qui se ferme. Beaucoup de générations se reconnaissent en Papa Wemba. Notre génération à nous, elle est beaucoup plus jeune par rapport à la musique qu'il a faite. Et tout le monde se souvient de Maria Valencia avec ses couleurs qui rayonnaient, qui repassaient et qui ont donné justement de l'envie à beaucoup de notre génération de faire de la musique, de faire de la rumba et même de s'habiller d'une certaine façon. Donc Papa Wemba, ce n'est pas rien, quoi. C'est vraiment, on a eu l'habitude de voir en Europe des chefs d'État, notamment en France, qui s'expriment lorsque des hommes d'une certaine carrure s'éteignent. On se souvient aux États-Unis, la mort de James Brown, la mort de Ray Charles, la mort de Michael Jackson. Ça a amené les chefs d'État, les présidents américains à s'exprimer. En France, on se souvient de François Hollande et Nicolas Sarkozy qui se sont exprimés à chaque fois que des artistes s'éteignaient. Donc il est normal que des chefs d'État africains s'expriment sur la disparition de Papa Wemba. Il est tout à fait normal aussi de penser que la population peut être traumatisée, non seulement à cause des images qu'elle a vues sur les antennes, ces images qui sont passées et repassées pour annoncer effectivement le décès, mais on sait aussi que ça peut avoir un impact, j'ai envie de dire, négatif, parce que ça peut amener peut-être beaucoup de personnes à avoir, je me permets de dire ça, des cauchemars ou avoir beaucoup plus de tristesse. Donc, tout le monde doit pouvoir s'exprimer sur la question, sur la mort de Papa Wemba. Ce n'est pas rien. Donc vous appelez notamment les chefs d'État, en tout cas les hommes d'État. Non, ce n'est pas moi qui les appelle. Moi, je pense que nécessairement, à cause de l'influence de Papa Wemba dans l'histoire sociale et politique du continent et de son pays, le Congo, les hommes d'État vont nécessairement s'exprimer. Les hommes d'État devraient s'exprimer sur la mort de Papa Wemba. On va peut-être aborder un autre aspect, son séjour carcéral au début des années 2000 en France. Et on sait d'ailleurs que le président congolais avait pesé de tout son poids pour essayer de dissiper, en tout cas faire en sorte que Papa Wemba soit relâché et pour qu'il revienne en République du Congo, République démocratique du Congo. Le président Kabila avait donc pesé de tout son poids en discutant avec les responsables, les autorités françaises. Donc il y avait donc ces démêlés judiciaires que Papa Wemba avait pu avoir. C'est quand même là peut-être la tache noire dans cette carrière musicale du roi de la SAP. Mais il faut dire, Carnot, que comme les autres stars du monde, il y a toujours des côtés sombres qu'on ne peut pas nécessairement comprendre ou encore expliquer comment ça a fait pour arriver. Mais toujours est-il, c'est que c'est une réalité. Il a eu des démêlés judiciaires
avec la Belgique, avec la France en ce qui concerne le trafic des êtres humains, notamment c'est des personnes qui faisaient entrer en Belgique comme étant ces musiciens, mais malheureusement qui ne connaissaient aucun répertoire de Papa Wemba, aucun titre du répertoire de Papa Wemba, qui n'avait pas d'instrument musical. Et du coup, il se retrouvait face à la justice. Il s'est retrouvé plusieurs fois à la justice. Il a été même d'ailleurs incarcéré. Peut-être aussi, comme vous l'aviez dit, c'est ça la tache noire. Peut-être aussi c'est ça qui a créé le déclic du malaise. Peut-être qu'il a gardé, qu'il a traîné depuis des années. Mais Papa Wemba, c'est la personne dont aujourd'hui, quand on parle, que ce soit des démêlés judiciaires, que ce soit des problèmes à titre personnel ou familiaux, donc il faut dire que Papa Wemba, il était cette personne qui, malgré toutes ces choses, toutes ces tâches qui pouvaient un peu venir de part et d'autre, essayait de rehausser la tête, essayait toujours d'être bien face à ses fans. Comme je l'ai dit, c'était quelqu'un qui aimait la scène. Donc ce petit côté, ce côté de Papa Wemba, qui aujourd'hui, je ne sais pas si finalement il a eu raison ou encore c'est la justice qui a eu raison, mais je retiens de Papa Wemba cet homme qui a créé plutôt quelque chose qui marche et qui marche très bien, ça s'appelle Logie, quelque chose qui marche très bien, ce sont ses musiques. Tout à l'heure, Samper Ndba a cité Maria Valencia, l'un des tubes assez repris sur le continent africain et à travers le monde. On se rappelle aussi de l'album Wake Up qu'il a eu à faire avec Koffi Olomide, un album, un gros coup commercial et musical qui a eu un écho vraiment énorme, que ce soit sur le continent africain et sur le continent européen. Un album qui s'est vendu à plus de 60 000 exemplaires. On comprend que Papa Wemba n'était pas qu'un artiste, il était un créateur, c'était un visionnaire de la musique congolaise. C'est ce que je retiens de lui en tout cas. C'est des milieux judiciaires, d'accord, ce sont des choses qui ont existé, ce sont des choses qui ont été vraies, mais je garde en mémoire cet homme qui a su léguer quelque chose à la postérité. Il a d'ailleurs tendu la main à la nouvelle génération, notamment Nash, vous l'aviez cité à l'entrée de notre entretien. Nash aujourd'hui était sous son aile, il a bien donner un coup de pouce à Nash et aussi à bien d'autres artistes, notamment Nathalie Makoma, qui est aussi de la même nationalité que lui. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il avait le souci de voir cette génération africaine, la nouvelle génération africaine, évoluer musicalement parlant dans le sens positif, qu'on ne puisse pas toujours importer des musiques qui viennent de l'extérieur parce qu'on veut être au devant de la scène, mais qu'on reste tout simplement naturel et original. Et c'est ce qu'il a toujours fait pendant toute sa carrière, que ce soit sur la scène, que ce soit en studio ou encore même dans les rues quand on l'entendait murmurer un peu quelques titres qu'il devait gratter. Le Rossignol, d'ailleurs, voilà, c'est ce que je retiens de lui. Et alors, est-ce qu'on peut dire que l'artiste a réussi à remplir sa part du contrat en ce qui concerne le rayonnement du continent africain? Oui, bien sûr, Papa Wemba a fait sa part. Je disais au même titre que Franco Coutu fait là, Papa Wemba, elle est une de ces artistes qui ont parcouru les continents. On a parlé, Roland Diaco a parlé du Japon, mais où est-ce qu'il n'a pas été? Papa Wemba, il a été en Chine, il a été aux États-Unis, il a été en Roumanie, il a été en Russie, il a été au Brésil, il a été partout, Papa Wemba. Il a chanté, il a fait des duos, des featuring avec des artistes européens, avec des artistes africains, avec des artistes sud-américains, notamment cubains, etc. Il a fait le tour de la planète. Et donc, c'était à titre... enfin, c'était un ambassadeur de la musique africaine, c'était un ambassadeur de l'identité africaine, c'était un ambassadeur de l'Afrique, même s'il n'a jamais été désigné comme tel par des chefs d'État ou par l'Union africaine, par des personnalités politiques, mais il assumait cela et c'est ce qui faisait effectivement que à chaque fois qu'il était face à des générations plus jeunes, il leur donnait la main pour leur montrer le chemin à suivre. Et quand on fait ça, c'est parce qu'au préalable, on a un vécu, au préalable, on a un nom, au préalable, on a une notoriété. Et tout à l'heure, M. Samper Ndba, autant pour moi, parlait du retour de Papa Wemba sur sa terre, notamment dans son pays et sur le continent africain, qui n'avait pas été une très grande réussite jusqu'à ce qu'il s'en aille. On se rappelle aussi de sa tournée africaine qu'il avait lancée dans les années 2000, dont la dernière date, notamment en 2003, elle avait amené ici au Gabon. Il avait fait un concert vraiment comme on le connaissait à Papa Wemba. Mais malheureusement, sa carrière n'avait plus connu l'effervescence que ça a eu dans les années 70. Pourquoi? Parce que Papa Wemba, abattu justement par le fait qu'il s'était exilé, abattu par toutes ces petites choses qui tournaient autour de lui, qui entachaient sa vie artistique et personnelle, faisait en sorte qu'il n'avait plus la tête sur les épaules. Mais il tentait, tant bien que mal, il poussait toujours avec toute la dernière énergie, vouloir retrouver ses forces d'antan, vouloir retrouver le Papa Wemba qui était pour le plaisir des inconditionnels de la rumba africaine, parce que j'insiste là-dessus, la rumba africaine. Donc lui, il était justement ce porte-flambeau de la musique congolaise pour les artistes et d'abord pour ses fans, pour ceux qui aimaient
aimer sa musique, mais aussi pour les artistes qui, à un moment donné, parce qu'on voit bien que au niveau du Congo, il n'y a pas une autre musique qui est bien appréciée que la rumba, que ce soit du côté de la rive des deux Congo. Donc la rumba est très appréciée et la rumba aujourd'hui perd un peu ses lettres de noblesse. Et c'est justement ce que Papa Wemba, c'est pourquoi Papa Wemba militait, pour qu'on ne puisse pas perdre cette rumba des années 70. Il fallait qu'on reste dans le sillage de cette rumba-là et que ce soit lui, Kofi Olomide, les Franco, Luambo, Makadi et bien d'autres, ce sont des personnes justement qui ont lutté pour qu'on puisse garder cette rumba. Alors Papa Wemba, son retour sur le continent africain n'a pas été très plaisant, mais hier, il est parti, comme on dit, les armes à la main, il est tombé comme avec les armes à la main. On se rappelle de la mort de footballeur Marc-Vivien Foury, c'était au Stade de France. Donc, de telles images font en sorte qu'on se rend compte qu'il y a des héros, absolument, même si ils sont en train de s'en aller. Ce type d'image que nous voyons. Et d'ailleurs, c'est peut-être une polémique qu'on va soulever. On a vu que les secours ont tardé à arriver sur Papa Wemba. Autour de lui, on a vu que des artistes, pendant à peu près 2 à 3 minutes, est-ce que la question des secours peut être soulevée dès maintenant pour savoir s'il y a vraiment eu une bonne préparation de ce côté-là, même si on n'imagine pas souvent le pire lors d'un concert de cette envergure, on n'imagine pas. Donc souvent les secours sont des secours beaucoup plus pour le public que pour les gens qui sont sur scène. Et là, sur les images que nous venons de voir, pendant à peu près 1 minute et demie, on voit que les artistes autour de Papa Wemba, quelqu'un porte un gilet de secouriste, il arrive assez tardivement, ils sont sur lui, il manque d'air, on peut quand même le dire aussi, parce que tout le monde est autour de lui à ce moment précis. Est-ce que là aussi, on peut soulever cette question des prémices de secours sur une victime qui tombe sur scène comme ça? Effectivement, Carnot, très bonne question. Bien sûr, vous l'avez dit et c'est très clair. Généralement, les secours dans les concerts, on a eu l'habitude de le voir, les catastrophes, généralement, c'est dans le public. Donc, les dispositifs actuels font que lors des concerts, les secours sont toujours dans la foule, derrière la foule. Après, moi j'ai soulevé la question et je pense que les enquêteurs vont soulever certainement les mêmes questions. Est-ce que Papa Wemba n'avait pas d'antécédents médicaux? Si c'est le cas, normalement son équipe ou les organisateurs auraient dû s'assurer d'avoir non loin de la scène, ou du moins tout à côté, son médecin ou des personnes capables d'intervenir à temps. Maintenant, c'est clair que sur les images, on voit les personnes qui viennent autour de Papa Wemba. C'était un réflexe normal, c'était un réflexe naturel. C'est-à-dire que sur le champ, Papa Wemba tombe. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que tout le monde se pose. Et sur le champ, effectivement, tout le monde veut pouvoir donner son aide, apporter son aide, donner un peu de sa connaissance pour essayer de voir rapidement comment l'évacuer ou bien voir qu'est-ce qu'il faut faire sur le champ, etc. Donc, je ne dirais pas que c'est vrai, il peut manquer d'air, mais vous savez, il est mort là tout de suite. C'est pas comme si on l'avait amené, donc on va dire que bon voilà, le transfert a été là. Non, il est mort tout de suite. C'est quoi, une, 2 minutes que Papa Wemba, enfin au plus tard 3 minutes après qu'il soit tombé, qu'il est décédé. Donc la question des secours va certainement se poser, mais je pense qu'il faudrait qu'on arrive à nous dire si Papa Wemba avait des antécédents médicaux. Est-ce qu'il avait des problèmes cardiaques, par exemple? Est-ce qu'il avait des problèmes d'anévrisme, par exemple? À ce moment-là, si c'est le cas, il faudra se poser la question de savoir pourquoi il n'y avait pas un médecin dans les environs. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas interdit, par exemple, d'aller sur scène? Est-ce qu'il se savait, par exemple, condamné, etc. Quoi qu'il en soit, nous l'avons vu, Papa Wemba, depuis un certain nombre d'années. Il est vrai qu'il a été affaibli par ses problèmes au niveau de la société, enfin ses problèmes au niveau avec la justice. Il est vrai aussi qu'il a eu des problèmes d'argent, on en a parlé, mais il est vrai aussi que Papa Wemba nous paraissait assez affaibli, assez fragilisé ces derniers temps. Est-ce qu'il n'était pas vraiment malade? C'est là, pour moi, la question. Après, c'était un accident, ça pouvait arriver, c'est arrivé à Myriam Makeba, ça pourrait arriver plus tard à un autre artiste. Maintenant, il revient peut-être aux autres artistes qui sont peut-être âgés ou qui ont des problèmes médicaux, de s'assurer d'avoir toujours leur médecin, un réanimateur à côté. Ça va demander beaucoup d'argent, notamment aux organisateurs de telles rencontres
culturel. On va peut-être demander à la régie de nous présenter encore quelques images de Papa Wemba, images au cours desquelles on peut le voir chanter, non pas les images que nous voyons qui sont assez tristes, le temps de dire au revoir à Roland Djakou, puisque Aziz Maïga est déjà dans les couloirs pour venir présenter le journal de ce dimanche. Voilà, c'est ainsi qu'on prend congé de Roland Djakou. Merci d'être arrivé sur ce plateau pour parler de la mort du roi de la rumba congolaise et prince de la SAP. Papa Wemba, on vous rappelle, est mort très tôt ce matin à Abidjan au cours d'un concert qui a été organisé par les tenants du groupe Magic System qui organise depuis quelques années le FEMUA. Aziz Maïga est déjà sur ce plateau. Aziz Maïga, bonsoir. Bonsoir Carnot, bonsoir Sampo. Une petite réaction par rapport au décès de Papa Wemba? Écoutez, c'est vraiment une tristesse pour tous les Africains et surtout tous les férus de la musique africaine parce que Papa Wemba a bercé notre enfance. C'est un monsieur qui a marqué son temps par ses œuvres, par sa créativité, parce que hormis la musique, c'était un monsieur qui s'intéressait vraiment à la sapologie, qui a révolutionné le domaine de la sape parce qu'il voulait que l'élégance africaine se fasse voir et il a su créer dans ses différentes chansons, il a mis la valeur de l'habillement, il a ressorti la valeur de l'habillement et ce sont des choses qu'on retient de lui, un grand homme qui s'en va un baobab de la musique africaine. Et on pense que ce sera l'ouverture de votre édition de l'information. Effectivement, c'est bien sûr cela. Bonsoir à tous. Vous le savez bien, l'actualité de la semaine ou encore de ce jour reste marquée par la disparition de l'artiste africain emblématique et haut en couleur, roi de la rumba congolaise. Papa Wemba est mort sur scène ce dimanche au petit matin à l'âge de 66 ans, après s'être effondré en plein concert à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, où il participait à la 9e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Amouambo. Et très attendu par une foule immense, le roi de la SAP a donné un spectacle à la hauteur de ses attentes jusqu'à 5h28 avant de s'écrouler sur scène. Et c'est dans une panique totale que ces 5 danseuses se sont retrouvés autour de lui pour tenter de le réanimer. Mais hélas, Papa Wemba a rendu l'âme quelques heures plus tard. Chanteur, auteur, compositeur et acteur à succès, Papa Wemba, de son vrai nom, Jules Chungu Wemba Diop Pene Kikumba, était l'une des plus grandes figures de la musique congolaise et africaine. Et notons que l'artiste sortait de plusieurs jours de soins dans un hôpital français le mois dernier et de Libreville à Kinshasa. Et dans le monde entier, les hommages aux rossignols de la musique congolaise se multiplient. Viva la musica! L'autre fait marquant de ce jour est politique. En Guinée équatoriale, la population votait ce dimanche dans le calme pour une présidentielle qui devrait voir la réélection sans coup férir du président de l'État de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema, au pouvoir depuis 1979. Face à lui, 6 autres candidats se réclamant d'une opposition muselée par le régime en place. Judith Koendo s'en fait l'écho. 7 candidats sont sur la ligne de départ pour la présidentielle dans ce pays hispanophone, très riche en hydrocarbures et peuplé d'1 million d'habitants. Au total, 332 040 électeurs sont inscrits sur les listes électorales de ce petit État pétrolier d'Afrique centrale. Le grand favori est le président Teodoro Obiang-Nguema, qui est au pouvoir depuis 37 ans. Âgé de 73 ans, il est le candidat du parti au pouvoir, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE, soutenu par une coalition de 10 formations politiques. Ses adversaires sont pour certains de nouveaux venus en politique, les autres n'ayant que très peu de poids sur l'échiquier national. Parmi ces 6 candidats figure Bonaventura Monsui Asumu du parti de la coalition sociale et démocrate, Carmelo Mba Bakale de l'Action populaire de Guinée équatoriale et Avilino Mokache Mehenga de l'Union du centre droit. 3 candidats sans étiquette complètent la liste. Les résultats sont attendus le 28 avril. À la dernière présidentielle en 2009, Obiang-Nguema, doyen des chefs d'État africains par la longévité au pouvoir, avait obtenu 95,13% des suffrages. Selon les observateurs, le score du scrutin de dimanche sera dans la même proportion, surtout qu'aucun des 6 adversaires du candidat sortant n'a un réel poids politique. Initialement prévu en novembre,
Le scrutin a été avancé au 24 avril par décret présidentiel sans explication officielle. En débutant la campagne de sa réélection, le président Obiang Nguema avait prévenu les Équato-Guinéens que ceux qui ne voteraient pas pour lui opteraient pour le désordre. Direction l'Afrique de l'Est, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar s'est exprimé sur le renvoi sans cesse de son retour à Juba, situation qui le contraint à dépasser la date prévue par l'accord de paix signé le 26 août dernier. Roland Diakou s'en fait l'écho. Arrivé à l'aéroport de Gambela, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar a affirmé ne pas avoir reçu samedi l'autorisation gouvernementale d'atterrir à Juba, manquant ainsi la date limite fixée par la communauté internationale pour son retour dans la capitale du Soudan du Sud, où il doit devenir vice-président en vertu d'un accord de paix. Selon des diplomates, la vérification par des observateurs internationaux de la quantité d'armes emportées par le garde rapproché du chef rebelle, mesure réclamée par le gouvernement de Juba avant le retour de M. Machar, avait été faite. Nous avions prévu d'aller à Juba au plus tard samedi. C'est pourquoi 2 avions étaient prêts à nous y emmener. Je croyais que les autorisations d'atterrissage avaient été obtenues. Mais visiblement, non. Riek Machar est en fait attendu depuis lundi à Juba pour rendre effectif l'accord de paix signé le 26 août 2015, mais son retour a été sans cesse repoussé. Je ne vois pas pourquoi je devrais demander une autorisation d'atterrissage. Je rentre à la maison et je devrais demander une autorisation d'atterrissage. Le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, a plongé dans la guerre civile en décembre 2013, où des combats ont éclaté au sein de l'armée nationale, minés par des dissensions politico-ethniques alimentées par la rivalité Kiir-Machar, faisant des dizaines de milliers de morts et plus de 2,3 millions de déplacés. Direction le Maghreb, précisément l'Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui dirige le pays d'une main de fer, et son ministre de l'Intérieur ont promis aujourd'hui la fermeté de la police et de l'armée à la veille des manifestations prévues à l'appel de mouvements d'opposition laïque et de gauche ce lundi 25 avril, jour férié commémorant la restitution du Sinaï par Israël en 1982. Des précisions de Judith Koino. Lundi 25 avril, jour férié commémorant la restitution du Sinaï par Israël en 1982, plusieurs mouvements laïques et de gauche ont appelé à manifester contre la politique du gouvernement, prenant prétexte, selon les experts, de la rétrocession controversée il y a 2 semaines de 2 îles de la mer Rouge, Tiran et Sanafir, à l'Arabie Saoudite. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est monté au créneau en promettant la fermeté à la veille de ces manifestations. Je vois qu'il y a des gens qui appellent à nouveau à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Égypte. Notre responsabilité est de protéger la sécurité et la stabilité des institutions. Et je promets aux Égyptiens que personne ne les terrorisera encore. C'est de la responsabilité de la police et des forces armées. Depuis 2013, toute manifestation non autorisée par le ministère de l'Intérieur est interdite. Les mouvements contestataires, essentiellement de jeunes, ayant mené la révolte populaire de 2011, qui chassa Hosni Moubarak au pouvoir, ont annoncé qu'ils braveraient cette interdiction. Depuis 4 jours, la police multiplie les arrestations préventives, notamment lors de rafles dans le centre-ville, dénoncées par des ONG et un collectif d'avocats. Plus de 40 000 personnes ont été emprisonnées depuis, selon les ONG, et des centaines, dont Mohamed Morsi, condamnés à mort dans des procès de masse expéditifs qualifiés par l'ONU de sans précédent dans l'histoire récente du monde. Restons en Égypte où il y a quelque temps, pour avoir de l'eau dans son village, Az-Meyoun, une femme de 27 ans devrait frapper à la porte de ses voisins au moins 10 fois par jour avec un seau dans un pays où les conditions de vie se sont largement dégradées depuis l'éviction d'Hosni Moubarak à la tête de l'État aujourd'hui. Grâce au clic d'internautes, elle a enfin un robinet dans sa cour. Ahmed Djobogo pour les précisions. Habitant dans un hameau à 200 km au sud du Caire, en Égypte, où l'eau est un vrai trésor à la portée de certains privilégiés, Azmenom a enfin un robinet dans sa cour. Ça fait une grande différence maintenant. Combien de fois je devais aller chez les voisins et je ne les trouvais pas. Je trouvais la porte fermée ou alors ils étaient en train de manger. À 27 ans, cet Égyptien doit son salut au ClickFunding, un concept lancé en Égypte par la start-up Bassita via un projet de l'UNICEF. C'est le web user qui peut déclencher
le fulfillment, la réussite de la cause. Donc ce qu'on dit aux web users, c'est un concept extrêmement simple, extrêmement cool. Juste en cliquant, en partageant ou commentant une vidéo ou toute une campagne Facebook, parce qu'en fait on a la capacité de suivre toute une campagne, pas juste une vidéo, eh bien il permet à une cause d'être résolue. Pour recevoir une aide quelconque, Basita lance une campagne sur Internet et une fois un certain nombre de clics atteints, le sponsor s'engage à financer un projet. En 3 jours, une vidéo diffusée sur Internet par Basita a été visionnée plus de 2 millions de fois, occasionnant un mois plus tard la connexion en adduction d'eau d'une centaine de foyers. Enfin, une autre sportive, l'ancien attaquant d'Auxerre et de Nantes, Denis Oliech, a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale sous les couleurs du Kenya. Michel Zioi pour les précisions. Toute belle histoire a une fin. Une page se tourne au sein de la sélection du Kenya. Denis Oliech, international depuis 2002, a décidé de prendre sa retraite après 14 ans de bons et loyaux services. L'ancien joueur d'Auxerre ne portera plus le maillot du Kenya, dont il est le meilleur buteur de l'histoire, avec 34 réalisations en 66 compétitions. Son principal fait d'armes restera son but victorieux contre le Cap-Vert, qui avait permis au Kenya de se qualifier pour la CAN 2004 et de renouer avec la compétition pour la première fois depuis 1990. Mais malheureusement, Denis Oliech laisse son pays sur une mauvaise note, car il faut le préciser, le Kenya est déjà éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Voilà, Carnot, c'était le condensé de l'actualité du jour. Condensé de l'actualité, merci Aziz Maïga. Vous ne partez surtout pas puisque nous allons entamer les brefs de la semaine ensemble, à commencer par la Guinée équatoriale où l'élection présidentielle se déroulait ce dimanche 24 avril. Il s'agissait d'élire le président. Difficile d'imaginer que le président sortant Théodore Obiang-Nguema, au pouvoir depuis 36 ans et candidat à sa propre succession, puisse être mis en ballottage. Selon l'opposition qui a appelé à boycotter le scrutin en raison du manque de garantie quant à son déroulement sans fraude, le candidat du pouvoir est assuré de remporter l'élection. Sampé-Ronba, c'est finalement une élection sans enjeu. Non, une élection sans enjeu, très clairement. Lors de la dernière présidentielle, le président Obiang-Nguema l'avait emporté à 95%. Bon, on n'imagine pas ce score-là. Enfin, on ne l'imagine pas perdre 10, 15 ou 20 points. Là, c'est vrai qu'il y a quelques opposants qui ont pu glisser leur candidature, mais on n'imagine pas véritablement que ces candidatures pourraient, que ces candidatures puissent enlever des points au président Théodore Obiang-Nguema. Les choses sont très claires, très évidentes. Théodore Obiang-Nguema est le chef de l'État, c'est lui qui décide de qui organise les élections. Et donc, à partir de ce moment-là, l'expérience du Congo, du Tchad ou d'autres pays, en tout cas africains, a montré que généralement, celui qui organise les élections les gagne. L'autre aspect, l'autre chose, c'est que le président Obiang-Nguema est quand même populaire dans son pays. Aujourd'hui, on a le sentiment que les Équato-Guinéens ne veulent pas véritablement faire de l'opposition parce que leur vie a changé, tellement changé en 15 ou 20 ans qu'aujourd'hui, les populations imaginent mal comment une autre personne pourrait leur donner le bonheur qu'elles attendaient depuis plusieurs années, le bonheur justement que le président Obiang-Nguema leur a donné depuis ces 2 dernières décennies. Donc c'est un homme qui est serein et il a dit clairement, il a dit que j'ai besoin d'un dernier mandat pour finir le travail que nous avons commencé ensemble. Il leur a dit que je n'ai pas de discours à faire. Regardez simplement vous-même ce que j'ai fait, ce que nous avons fait. Et effectivement, il faut aller en Guinée équatoriale pour voir ce qu'il a fait de ces petits États qui donnent envie à tous les pays qui ont eu du pétrole en Afrique. Je suis le candidat du peuple, celui qui ne votera pas pour moi rejette la paix et opte pour le désordre. Ma longévité, beaucoup disent qu'ils sont fatigués de voir ma figure, 36 ans déjà. Oui, mais j'ai consacré ma vie pour ce pays, a déclaré Théodore Obiang-Nguema au cours d'un de ses meetings.
on a quand même l'impression qu'il y a des allures d'injonction dans le discours du président Teodoro. Effectivement, Carmo, on peut dire même que c'est un discours très dangereux pour un président au pouvoir, parce que quand on parle de démocratie, avoir ces propos pour un candidat ou encore un président sortant, cela veut dire que tout ce qu'on pense de ce président au pouvoir, on parle de dictature, ce sont des propos qui viennent un peu élucider ce que les gens pensent. Parce qu'on parle de... On veut même la démocratie... Même s'il parle de paix, il estime que la paix, c'est lui, le garant. On a vu les réalisations de Teodoro Obiangema en Guinée. On sait que la Guinée sort de très loin. Mais tenir ces propos en plein meeting, je pense que c'est nous ramener un peu à l'arrière. C'est comme si on était encore à l'époque de l'esclavage où on tapait les Noirs derrière. Allez-y, montez dans le bateau pour l'esclavage. C'est quand même un peu dur, Carnot, c'est vrai de le dire. Cela montre à suffisance que la démocratie n'a pas encore pris sa place dans un pays comme la Guinée équatoriale. Même s'il y a des réalisations qui sont là. C'est quand même une élection où on a vu 7 partants. Oui. 6 opposants contre Teodoro Obiangema. Bien sûr, personne ne dira que Teodoro Obiangema n'a pas permis à qui que ce soit de se présenter en dehors d'un candidat dont la candidature a été rejetée parce qu'il n'avait pas vécu sur le territoire pendant 5 ans. Conformément à la loi. C'est conformément à la loi. Donc, personne ne dira qu'il n'a pas pu se présenter à cette élection parce qu'il aurait été intimidé ou qu'il aurait été chassé par le président Obiangema ou par le gouvernement. Ensuite, par rapport au discours de Teodoro Obiangema, Teodoro Obiangema, c'était un chef d'État, il fait la campagne, il a le droit de dire ce qu'il veut d'une certaine façon. Ensuite, il faut rappeler que c'est quand même un militaire de formation. Et quand il dit qu'il a consacré une partie de sa vie, sinon la moitié de sa vie, parce qu'il faut rappeler qu'il est arrivé au pouvoir, il avait quoi, 36 ou 37 ans. Il a consacré l'essentiel de sa vie à la Guinée équatoriale. Ça veut dire qu'il a dû, excusez du peu, il a dû faire abattre son propre oncle, Massas Nguema. Il a dû faire tuer son propre oncle dans un renversement, dans un coup d'État mémorable, dont l'Afrique, en tout cas, se souvient. Il a dû faire abattre son propre oncle et prendre les rênes de ces pays-là qui n'étaient rien. La Guinée équatoriale, on s'en souvient, en tout cas pour ceux qui ont vécu au Gabon ou au Cameroun à l'époque, jusqu'à, en tout cas dans les années 90, c'était la risée de l'Afrique centrale. Il en a fait un émirat. Heureusement qu'ils ont eu du pétrole, mais je veux dire, beaucoup de pays ont eu du pétrole, mais peu de personnes ont été capables de faire ce que Teodoro Obiangema a fait. C'est dire que, est-ce que si quelqu'un d'autre avait eu ce pétrole à sa disposition, est-ce qu'il aurait fait de même? Ça, c'est là toute la question. Moi, je réponds que non, parce qu'on a bien vu dans d'autres pays pétroliers des gens dirigés sans avoir fait pareil. Je veux dire que moi, je comprends parfaitement la position du président Obiangema. Le président Obiangema a consacré toute sa vie, effectivement, de la trahison à son oncle, en passant par, j'ai envie de dire, une forme de privation, parce qu'il a presque tout donné à son peuple. Aujourd'hui, effectivement, quand vous allez en Guinée équatoriale, j'ai envie de dire qu'à la limite, les Équatoriens guinéens ont plus besoin de voir Obiangema rester au pouvoir, ou du moins de voir les réalisations continuer, que les démocraties. Lorsqu'ils auront bien mangé et bien bu, lorsqu'ils seront lorsqu'ils auront suffisamment tiré profit de leur pétrole, ils demanderont peut-être la démocratie. Alors, la Guinée équatoriale n'est pas une monarchie, mais un État démocratique, a déclaré Teodoro Obiangema dans un entretien à notre confrère Jeune Afrique, dans lequel il assure que ce septennat sera le dernier de sa vie, le dernier septennat, contrairement à l'image que l'on se fait de lui et que les Occidentaux se font de lui. En réalité, on voit aussi, même s'il a dit que ce n'était pas une monarchie, mais on voit qu'il prépare assez bien son fils, qui est le deuxième vice-président de la République, Théodorine Obiangema Mbazoko, Obiangema Mangué, qui est le deuxième vice-président. Voilà, Nguema Obiang-Mangué, qui est le deuxième vice-président de la République, quand même. On voit qu'il le prépare à sa succession, même si cela va se passer de façon démocratique, entre guillemets, comme il le dit. Mais écoutez, Teodoro Obiangema, c'est quand même un homme d'un certain âge. Je pense qu'il a pris le temps de réfléchir. Et je pense aussi que la préparation de son fils
ne signifie pas que c'est lui, en définitive, qui va hériter du pouvoir. Ça, il faut laisser le temps au temps, il me semble. Après, c'est clair que tout homme politique ou tout chef d'État qui tient à qui tient à ce que son sacrifice, que ses efforts continuent à porter du fruit dans l'avenir, a intérêt effectivement à bien préparer sa succession. Théodorine Nguema-Obiang est très populaire en Guinée équatoriale, mais rien n'est dit effectivement que ce sera lui effectivement qui va prendre la place de son père. Écoutez, face à cette question, moi, je dirais tout simplement que les Guinéens sont certes satisfaits. Je disais à l'instant que la Guinée vient de très loin parce que le président Théodore Obiang Nguema a fait un travail assez louable. Mais à un moment donné, je vous avais dit tout à l'heure que les Guinéens n'ont pas besoin de démocratie, mais je pense qu'ils n'ont pas tant besoin de démocratie que de plutôt voir les œuvres se réaliser sur leur pays, dans leur pays. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, on doit parler d'alternance. Parce que je dis souvent ici sur ce plateau que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. L'alternance, on ne dit pas que l'alternance doit se faire forcément avec d'autres personnes ou encore des jeunes, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il se dessine une alternance. Parce qu'à cette allure, on voit simplement que même si le président Théodore Obiang Nguema dit que ce n'est pas une monarchie, on voit que c'est une monarchie qui se dessine, qui engriffe, qui se dessine dans ce pays. Les populations sont en attente, on voit des réalisations certes, mais on veut aussi être au niveau de certains pays. Pourquoi dans d'autres pays on parle d'alternance pacifique? Je vous donne l'exemple du Bénin. L'alternance est passée, très bien. Pourquoi pas l'Afrique? En Afrique centrale, on voit que l'Afrique centrale même traîne le pas. On parle de la Guinée équatoriale aujourd'hui, on a vu le Tchad tout récemment. Il va falloir que ces présidents qui sont au pouvoir depuis des années puissent aussi former des gens pour pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir aussi faire sortir ce qu'ils ont. C'est ce que le président Théodore Obiang fait. Lorsqu'on envoie 300-400 jeunes équato-guinéens qui n'avaient pas accès aux études universitaires il y a encore 15 ans, qu'on les envoie chaque année à l'étranger se former, c'est ce qu'il fait. Ce que je veux dire, c'est que la question de la démocratie, on la posera pendant longtemps en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire finalement la démocratie? La Guinée équatoriale a le droit de créer son modèle de démocratie, de la même façon que la Chine a son modèle de démocratie. Qu'est-ce qui crée après la Chine? Pourtant, la Chine, c'est le parti unique, c'est le parti communiste. Voilà. Il y a d'autres pays. On a la Grande-Bretagne, c'est la monarchie. Le Maroc, c'est la monarchie. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de monarchie en Afrique? Ce que j'ai envie de dire, c'est que la démocratie, il faut bien savoir ce que c'est. Chaque pays a le droit d'avoir son modèle démocratique. On n'est pas obligé d'avoir le modèle démocratique français. On n'est pas obligé d'avoir le modèle démocratique espagnol. Et je vais ajouter ceci, que en fait, à la démocratie, s'ajoute un certain nombre de choses. Où j'ai envie de dire... au vote, parce que les gens assimilent la démocratie au vote et à l'alternance politique. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est aussi le respect des droits de l'homme. Mais lorsque dans un pays, vous avez de l'eau courante, vous avez l'électricité, vous avez des routes bitumées, vous avez accès aux études, vous avez tout ce que vous voulez, que le pays vous offre toutes les conditions de vie, que le pays vous permet de vivre mieux, qu'est-ce que vous attendez? La démocratie, c'est aussi ça, c'est-à-dire respecter, faire en sorte que les gens vivent dans les conditions adéquates. Et en Guinée équatoriale aujourd'hui, les populations vivent dans des conditions adéquates. On dira certes que Mongomo, qui est la ville d'origine de Obiang Nguema, est peut-être mieux lotie que Bibiyin, mais il faut voir comment les choses avancent dans ce pays-là. Donc pour moi, c'est un peu ça le débat. Je pense que c'est un débat qu'on peut tenir en dehors de ce plateau, que les intellectuels doivent tenir en Afrique, que le modèle démocratique n'est pas celui de la France ou de la Belgique ou de l'Allemagne. Dans tous les cas, les électeurs se sont rendus aux urnes ce matin en République Guinée équatoriale. La seule inconnue, c'est le score qui va sortir des urnes, qui sera attribué à Théodore Obiang Nguema Bassoko, puisque tous les indicateurs montrent qu'il sera le vainqueur de cette élection présidentielle
en République de Guinée équatoriale. Au Congo, l'ancien chef rebelle Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Toumi, dont les éléments sont accusés d'avoir attaqué l'armée et mené des attaques terroristes le 4 avril dernier au sud de Brazzaville, est désormais recherché par la justice qui a émis un mandat d'arrêt contre lui et 2 de ses lieutenants. Ce mandat d'arrêt intervient alors que les centres de commandement du Pasteur Toumi sont ciblés dans une opération de police dans le département du Pôle, région d'origine du Pasteur. Alors, Samperonba, on voit que le Pasteur Toumi, qui avait d'ailleurs été accusé d'instiguer des populations contre le régime en place immédiatement après l'élection de Denis Sassou Nguesso, on voit bien que le Pasteur Toumi est dans le collimateur de la justice congolaise aujourd'hui. Est-ce que cela ne pourrait pas remettre le feu aux poudres quand on sait que la principale rébellion qui s'attaque aux intérêts de Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, aux intérêts de l'État congolais aujourd'hui, du gouvernement congolais, cette rébellion vient de la région du Pôle dont est issu le Pasteur Toumi? Écoutez, c'est très clair. Aujourd'hui, le Pasteur Toumi, au fond, ne se révèle pas à la population congolaise, ne se révèle pas à l'opinion nationale ou internationale. Le Pasteur Toumi, c'est quelqu'un qui est très connu depuis plusieurs années au Congo. Et tout le monde connaît ses velléités avec le pouvoir en place. Tout le monde sait de quoi il est capable. Tout le monde sait qu'il a besoin d'en découdre avec le régime dirigé par Denis Sassou Nguesso. Et très clairement... Même s'il a été quand même, il y a quelques années, nommé par Denis Sassou Nguesso, et il a travaillé de concert avec Denis Sassou Nguesso et le gouvernement congolais. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette rébellion? Mais écoutez, de toutes les façons, travailler ensemble ne signifie pas qu'on puisse être d'accord tout le temps dans les années qui suivent la collaboration. On a bien vu ailleurs, on a vu au Bénin, on a vu au Gabon des personnes quitter le régime qu'ils avaient servi pour dénoncer les travers de ce régime-là. Donc, ce n'est pas, ça ne peut pas être, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas accuser le Pasteur Toumi d'infidélité vis-à-vis de Sassou Nguesso. Il faut dire très clairement que depuis plusieurs années, il montre très clairement qu'il n'est pas toujours d'accord avec le président Sassou Nguesso, qu'il n'est pas toujours d'accord avec le régime en place, qu'il n'est pas toujours d'accord avec les décisions qui sont prises à Brazzaville. Il estime effectivement qu'il y a un certain nombre de manquements, un certain nombre de choses qu'il faut remettre dans l'ordre. Alors, comme je le disais tantôt, dans la foulée, il avait été relevé de ses fonctions de haut-commissaire chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. Le fait d'être poursuivi aujourd'hui, est-ce que cela ne pourrait pas raviver certains mécontentements de la part de son entourage? Mais très clairement, je pense que cette plainte ou ces poursuites judiciaires ne sont pas de nature à calmer le jeu à Brazzaville. Depuis la victoire de Denis Sassou Nguesso à la dernière présidentielle, on a le gouvernement, ou du moins le régime en place à Brazzaville, donne l'impression d'une guerre, de faire une guerre aux sorcières, de s'attaquer à ceux et celles qui ne sont pas d'accord avec le régime. Vous l'avez vu, on l'a vu avec le général Mokoko, aujourd'hui c'est le Pasteur Toumi, et on ne serait pas étonné de voir d'autres poursuites judiciaires ou des arrestations, notamment d'opposants. Donc, il y a vraiment le sentiment d'un règlement de compte à l'endroit de ceux qui ne sont plus d'accord avec le régime de Denis Sassou Nguesso. Maintenant, il revient au régime, il me semble, de faire la part des choses. Le président Sassou Nguesso a été élu, il a besoin de travailler. Il ne peut pas travailler dans un pays qui est en mouvement, il ne peut pas travailler dans un pays où il y a des velléités, où il y a des suspicions d'attentats, des suspicions de guerre, des suspicions de coup d'État. Voilà, donc il va falloir effectivement apaiser le terrain et faire en sorte que tous ceux qui se sentent lésés par l'élection de Denis Sassou Nguesso puissent se mettre d'accord et travailler avec Denis Sassou Nguesso. Et s'ils ne travaillent pas avec lui, au moins qu'ils vivent dans une opposition
radical, mais qui respecte les institutions en place. Armel Djombogo est arrivé sur ce plateau. Armel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être arrivé sur ce plateau. Vous avez scruté cette situation en République du Congo. Depuis l'élection de Denis Sassou Nguesso, il y a des velléités de troubles dans le pays, notamment dans les régions du Poul. Aujourd'hui, le pasteur Ntoumi, qui est issu de cette région, est poursuivi par la justice. Un mandat d'arrêt a été décoché contre lui par la justice congolaise. Est-ce que cela est de nature à apaiser la situation? Aujourd'hui, que pasteur Ntoumi est poursuivi par la justice congolaise, qu'est-ce qui pourrait arriver? Déjà, le Frédéric Bintamou, de son vrai nom, je pense qu'il incarne quand même une certaine politique émise pendant longtemps dans ce pays, une politique qui vise à lutter fermement et farouchement contre le président Denis Sassou Nguesso. Donc moi je pense que ce mandat d'arrêt émis contre lui n'est pas là pour apaiser effectivement les tensions. C'est tout le contraire. Cela va susciter, n'est-ce pas, dans ce pays effectivement des poches de résistance de plus en plus nombreuses, de plus en plus véloces, qui vont se lever ça et là. Et je ne suis pas devin, mais j'ai l'impression que le Congo risque de tourner un peu comme on l'a connu à l'époque du professeur Pascal Lissouba. Du professeur Pascal Lissouba, voilà. Mais dans une mesure quand même encore beaucoup plus accentuée. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on le dise, beaucoup de Congolais ne souhaitent plus la présence à la tête de l'État du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Tout comme beaucoup acceptent qu'il soit toujours président de la République en République du Congo. Effectivement. Et lorsque vous voyez un peu les personnalités, les populations que draine derrière lui le pasteur Ntoumi, vous allez quand même comprendre qu'il est aimé. Aujourd'hui, vous le disiez tantôt, il a été démis de son poste de haut commissaire chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. C'était un poste qu'on lui a confié par rapport certainement à son passé, par rapport à son CV. Ce qui veut dire que c'est d'abord quelqu'un forcément épris de paix. Mais maintenant, derrière cela, a-t-il véritablement commis les exactions qui lui sont reprochées? Si oui, à ce niveau, la justice va devoir, n'est-ce pas, agir. Mais je pense quand même que c'est assez dangereux. On aurait dû réfléchir à deux fois. Est-ce que le chef de l'État congolais lui a tendu la main pour revenir à la raison, comme le disait M. Sampero tout à l'heure, lorsqu'il disait qu'il va falloir, n'est-ce pas, que l'on travaille met dans la main dans le pays. Je trouve ça un peu utopique. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ça m'étonnerait effectivement que cela se fasse. Mais je pense qu'on aurait dû d'abord essayer peut-être, pourquoi pas, d'assainir un peu les esprits au sortir effectivement de telles élections troublées. On connaît tous le pédigré du pasteur Ntoumi qui, pendant plusieurs années, était entré dans le maquis contre Denis Sassou Nguesso. On voit aussi que les velléités de violence qui sont nées dans la région du Poul, mais aussi au sud de la capitale congolaise, lui sont imputées également par rapport à son pédigré, par rapport à son passé, Sampero Nba. Oui, bien sûr. Le pasteur Ntoumi est quand même s'est rendu célèbre pour un certain nombre d'actes posés au Congo, posés dans la région, en tout cas même des deux Congos. Donc, c'est pas quelqu'un qui est inconnu de la justice, et notamment de la justice internationale. Le mandat d'arrêt qui est lancé contre lui aujourd'hui peut inspirer un autre. Ça pourrait être celui notamment de la CPI, parce qu'effectivement, le pasteur Ntoumi a beaucoup de casseroles, a beaucoup de choses qui lui sont reprochées. Et effectivement, on ne serait pas surpris d'apprendre que le pasteur Ntoumi ferait l'objet, enfin qu'il fasse l'objet d'une interpellation ou d'un mandat d'arrêt international. Donc, le pasteur Ntoumi sait très bien qu'aujourd'hui, le fait de repartir dans le maquis ou de se dresser à nouveau face à Denis Sassou Nguesso, le fait de renoncer en tout cas au poste et
j'ai envie de dire... Il n'a pas renoncé, ça bon, a été voilà, ça retiré. Oui, mais il a renoncé à partir du moment où il s'est dressé une nouvelle fois contre Denis Sassou Nguesso. Tout ça, il doit pouvoir s'attendre, enfin, à partir de tout ça, il doit pouvoir s'attendre à ce que, effectivement, le gouvernement, du moins la justice congolaise, ne le lâche pas du tout, mais il peut aussi s'attendre à ce que la communauté internationale, ou moins la Cour pénale internationale, lui court après, parce qu'effectivement, il a beaucoup de choses à se reprocher, et jusqu'à preuve du contraire, il y a des actes, il y a des crimes qui ont été commis, qui lui sont reprochés. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas pu montrer qu'il n'en est pas l'auteur. Donc, effectivement, le patient Toumi traîne beaucoup de casseroles. Et ça peut jouer en sa défaveur dans l'opinion nationale congolaise. Alors, on va peut-être accueillir Judith Koindo sur ce plateau qui viendra nous parler de la situation au Soudan. Le retour du chef rebelle sud-soudanais Riek Machar à Juba, où il doit prendre les fonctions de vice-président dans le cadre d'un accord de paix, a été repoussé au-delà de la date limite de samedi fixée par la communauté internationale. Gouvernement et rebelles continuent à se quereller sur les conditions de son arrivée. Ce retour était prévu pour le 18 avril, mais a été sans cesse repoussé, achoppant notamment sur la quantité d'armement de la garde rapprochée de M. Machar, pouvant emporter avec elle dans la capitale. Judith Koindo est sur ce plateau. Judith, bonsoir. Merci d'être arrivée pour parler de la situation au Soudan du Sud. Cette signature d'accord de paix qui a eu lieu au milieu de l'année 2015, donc tarde à se concrétiser, puisque le rival de Salva Kiir, Riek Machar, devait rejoindre la capitale du pays pour venir prendre ses fonctions de vice-président du Soudan du Sud. Il ne fait que repousser son départ pour Juba. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre autour de cela? Alors, Carnot, avant de répondre à votre question, j'aimerais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ici quand même rappeler que le Soudan du Sud, qui est indépendant depuis 2011, a plongé, comme vous le savez, dans une guerre civile depuis décembre 2013, où des combats ont été éclatés au sein de l'armée nationale, enchaînés, minés par des dissensions politico-ethniques et alimentés également par la rivalité entre Riek Machar et Salva Kiir. Aujourd'hui, il s'agit du retour de Riek Machar, qui est le chef rebelle sud-soudanais, qui est d'ailleurs, on l'attendait depuis lundi. Et il doit former un gouvernement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de transition avec le président Salva Kiir dans le cadre d'un accord de paix qui a été signé, vous l'avez signalé tout à l'heure, depuis le 26 août 2015. Alors, ce retour a souvent été repoussé depuis lundi, et là c'est samedi. Les dernières nouvelles indiquaient que la date butoir était samedi, mais arrivé à l'aéroport samedi, comme l'indique le chef rebelle sud-soudanais, il n'a pas reçu l'autorisation gouvernementale d'atterrir à l'aéroport de Juba. Et il faut quand même dire que le secrétaire général Ban Ki-moon avait demandé à ce chef rebelle de revenir sans délai, alors que du côté des États-Unis ou encore du Royaume-Uni, encore de la Norvège qui suit l'affaire, le processus de la paix, il était question qu'il revienne samedi sur Juba, chose qui n'a pas été faite. Alors, il n'est pas arrivé lundi, il n'est pas arrivé samedi. Riek Machar se fait désirer à Juba. Est-ce que cela arrange les choses pour Salva Kiir, qui est le chef de l'État et qui peut-être pourrait démontrer à la communauté internationale la mauvaise foi de Riek Machar? Bien sûr, Salva Kiir a aujourd'hui toutes les excuses pour former lui-même un gouvernement et essayer de reprendre la gestion de l'État en main. Donc il a toutes les excuses, et il me semble qu'aujourd'hui, effectivement, les Nations Unies ou tous les pays qui suivent le dossier de très près peuvent lui accorder le bénéfice du doute, parce que Riek Machar ne s'est pas présenté. Après, il me semble aussi que Salva Kiir ne doit pas dormir sur ses deux lauriers, parce que Riek Machar l'a démontré à plusieurs reprises dans le passé, c'est un homme qui est capable de déstabiliser le Sud-Soudan à n'importe quel moment. Alors, la question est, qu'est-ce que Riek Machar prépare comme, entre guillemets, bombe? Est-ce qu'il ne va pas atterrir à Juba au moment où on s'y attendra le moins, de sorte
qu'il n'ait pas, par exemple, l'autorisation d'atterrir ou de sorte qu'il n'ait pas... Mais voilà. pourquoi attendre encore une autorisation d'atterrir? Est-ce qu'il a besoin d'une autorisation d'atterrir? Est-ce que Salva Kiir devrait absolument réclamer une autorisation d'atterrir à Riek Machar alors qu'il sait qu'il devait arriver la semaine dernière, alors qu'il sait qu'il doit entrer dans les cordes de cet accord de paix? Le ciel soudanais était un ciel très surveillé. Notre part sur ce territoire qui veut. Qui surveille le ciel sud-soudanais? En fait, il y a un point important à relever par rapport à l'histoire de surveillance ou encore de l'autorisation d'atterrir, parce qu'il y a déjà la question de la quantité d'armement qu'on a autorisé à la garde rapprochée de Riek Machar, qui n'a pas été respecté au début parce qu'il est prévu, je crois, 195 soldats et collaborateurs qui apporteront en plus de A-47 les 20 mitrailleuses et 20 lance-roquettes, chose qui n'a pas été respectée au début quand il devait arriver sur Juba lundi. Lui, il a prévu 200 alors qu'on parlait de 195. Donc, il y a ce problème-là encore qui fait en sorte que l'aéroport est encore très surveillé. Ils sont en train de voir est-ce qu'il va respecter l'accord qui a été mis en place vendredi entre les deux parties. Donc, c'est un peu... Autant dire que l'accord de paix est un accord factice, puisque la confiance mutuelle n'existe pas entre les deux hommes d'État. Donc, Riek Machar ne peut pas arriver à Juba en toute liberté. Salva Kiir ne peut pas l'accueillir non plus en toute sérénité. Là, il y a une suspicion qui pourrait nous faire dire que la paix est loin de s'établir. Oui, au regard de ce qui est en train de se placer entre les deux autorités, il faut dire que la paix est loin d'être, parce que, disons que Salva Kiir, lui, il est sur ses gardes. Et Riek Machar, je pense qu'il se prépare quand même, comme disait Saint-Paul tout à l'heure, il a l'intention de reprendre la gestion de l'État. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il vient armé, il vient à l'intention de tout reprendre, alors qu'il doit partager, je crois, la gestion de l'État. Il faut rappeler que le Sud-Soudan, c'est un pays pétrolier. Très rapidement, parce qu'on va aborder le volet sport. C'est un pays pétrolier qui suscite beaucoup de convoitises, notamment dans le Soudan voisin. Et Riek Machar l'a montré à plusieurs reprises, et il l'a souvent clairement dit, son objectif c'est de diriger ce pays. Et très clairement, aujourd'hui, on voit que Riek Machar est en train de mettre Salva Kiir dans une position où, qui pourrait aboutir à une nouvelle crise. Et cette nouvelle crise aurait peut-être pour conséquence une nouvelle guerre civile qui pourrait, l'objectif étant certainement de chasser Salva Kiir du pouvoir. Donc, je pense que les deux parties ont signé un accord, mais en fait, c'est un accord finalement qui n'arrangeait pas l'une et l'autre partie. C'est un accord à l'arraché et on espère que les choses vont aller s'améliorant entre Riek Machar et Salva Kiir, les deux leaders du Soudan du Sud, le plus jeune État sur le continent africain. On va parler de la note de sport de cette émission. Le champion en titre ne va pas défendre sa couronne. Le tout-puissant Mazembe, vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique, édition 2015, perd son titre après avoir perdu à l'aller 2-0 face au club marocain de Wydad de Casablanca. Les joueurs de Lubumbashi n'ont pu faire mieux qu'un score nul, 1-1, lors du match retour à Lubumbashi, ce 20 avril 2016, à domicile. Je vous propose de regarder ce document de Mamadou Niang qui nous rejoint sur le plateau. Champion d'Afrique en titre, vainqueur de la Super Coupe d'Afrique des clubs, le tout-puissant Mazembe ne défendra pas sa couronne en Ligue africaine des clubs champions édition 2016. Les Corbeaux de Lubumbashi ont été éliminés en huitième de finale par les Marocains du Wydad Athletic Club de Casablanca. Après la désillusion des huitièmes de finale aller, où les partenaires du capitaine Joël Kimwaki avaient perdu sur la marque de 2-0, les joueurs du tout-puissant Mazembe n'ont pu faire que match nul un but partout au match retour disputé ce 20 avril à Lubumbashi. Les Congolais tenants du titre ne gagneront donc pas une deuxième fois consécutive la Ligue des clubs champions. Ils seront ainsi reversés en Coupe de la Confédération africaine pour le tour de cadrage. Une consolation pour les protégés du président Moïse Katumbi, qui devront toutefois relever leur niveau de jeu pour espérer s'offrir la Coupe d'Afrique de la Confédération africaine, édition 2016. Mamadou Niang, bonsoir.
Merci d'être arrivé sur ce plateau très très rapidement. Vous êtes arrivé au petit trot, c'est le domaine du sport. On parle de cette élimination du tout-puissant Mazembe qui était pourtant le tenant du titre. Comment expliquer cette élimination précoce du tout-puissant Mazembe? En fait, c'est la sensation des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique. Le tout-puissant Mazembe est toujours favori dans cette compétition. Ils sont tenants du titre, donc ils espéraient aussi gagner le titre, se succéder à eux-mêmes. Malheureusement, ils ont rencontré une équipe du Wydad Athletic Club de Casablanca qui revient avec un football marocain qui commence à reprendre du poids de la bête. On a vu que l'équipe nationale est déjà qualifiée, pratiquement qualifiée pour la CAN, les clubs marocains sont en train de revenir en grande forme. Le Wydad était champion d'Afrique en 1992, ils sont revenus. Et le TP Mazembe aussi, c'est une équipe, c'est plus l'équipe qu'on voyait les 2 dernières années. Ils ont perdu quelques éléments. Par exemple, le meilleur buteur, Samata est parti, a été vendu. Ils n'ont pas pu renouveler cet effectif. Il y a des éléments qui sont jeunes, qui sont talentueux, mais très jeunes, qui n'ont pas encore l'expérience de la haute compétition. L'un dans l'autre, ils ont effectivement fait un mauvais match à Casablanca, ils ont encaissé 2 buts. Et au match retour à Lubumbashi, malgré les supporters et tout ça, ils n'ont pas pu refaire le retard. Et le Wydad de Casablanca se qualifie pour éliminer le TP Mazembe qui est reversé actuellement sur la phase sur la Coupe de la CAF. Donc un autre objectif actuellement pour le TP Mazembe? Le TP Mazembe, son objectif maintenant, c'est de gagner la Coupe de la CAF parce que c'est également un trophée que le TP Puissant Mazembe n'a jamais gagné. Je crois que ça fait partie un peu de ses objectifs. Ensuite, de gagner le championnat de... Alors, il nous reste juste 30 secondes sans période. Je préfère m'entretenir avec le spécialiste de la question pour lui poser cette question sur l'OCF Mounana qui a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football le 20 avril dernier au Caire. Quelles sont les chances du CF Mounana d'atteindre le niveau suprême de cette coupe-là? Disons d'abord, c'est une grosse performance parce que c'est la première fois après l'US Mbita, depuis que la compétition a été mise en jeu. C'est la première fois, c'est la deuxième fois qu'un club gabonais se qualifie pour le tour de cadrage. L'US Mbita avait été qualifié il y a 3 ans de cela. Ils ont été éliminés au tir au but pour la dernière étape. Cette fois-ci, c'est le CF Mounana, mais qui aura également la lourde tâche de rencontrer les champions sortants, les Tunisiens qui sont champions actuellement en titre, et également le malheur également de se présenter à cette compétition avec un championnat quand même qui est arrêté depuis quelques temps. Mounana va peut-être manquer un peu de compétition, mais peut-être avec la préparation, avec le désir de réussir l'exploit, bon, peut-être qu'ils pourront réussir l'exploit, mais ce sera extrêmement difficile face aux champions sortants, aux champions de la Tunisie, qui est pratiquement un exemple actuellement au niveau des clubs africains. Alors, dernière question peut-être, on sait que leur base arrière, c'est Mounana, c'est dans le sud-est du pays. Comment le CF Mounana s'y prend-il par rapport à cette échéance à Libreville? On sait aussi que ces dirigeants se trouvent le plus souvent à Libreville, leurs entraînements se font à Libreville, c'est bien cela? Le club est basé à Libreville, c'est le club de Mounana, mais pratiquement les staffs techniques, administratifs, les joueurs sont à Libreville. Actuellement, ils vont donc essayer de gérer avec les matchs amicaux. Comme il n'y a pas de compétition, ils vont jouer les matchs amicaux pour préparer l'échéance à venir. Est-ce qu'ils peuvent se contenter de ces matchs amicaux pour cette échéance-là? À partir du moment où il n'y a pas de compétition. S'ils ne sont pas dans un championnat, une compétition nationale, est-ce que leur aventure est vouée à l'échec à ce moment-là? Ça va être extrêmement difficile parce qu'on ne peut pas remplacer un match de préparation, un match amical à la compétition. Mamadou Niang, merci d'être arrivé sur ce plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Samperonba, merci aussi d'être resté religieux vis-à-vis de Mamadou Niang qui était en train de nous donner des explications. Merci à vous d'être restés nombreux devant votre petit écran. On va remercier Armel Joël Mbogo, Judith Koindo et Aziz Maïka pour la préparation de cette émission. Merci encore à vous d'être restés nombreux devant votre petit écran pour suivre cette émission. On va faire un clin d'œil à nos amis du Cameroun, Uriel Abaga et Blanche Bitga qui nous a faussé compagnie ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.